Et si tout ce que tu croyais à propos de toi-même n'était en réalité qu'une vaste supercherie, une pure hallucination, un mensonge, tes pensées, ton impression d'être au contrôle de ta vie, ton sentiment d'être séparé, ta prétention à savoir et à posséder, ton identité même, ne sont en réalité que des illusions créées par l'ego. Prenons un temps pour exposer les secrets les moins explorés de l'ego, ses zones d'ombre et ses angles morts, ses attentes, souvent inconscientes, et ses refus, ses apparents désirs et peurs inavouables. Krishnamurti, un de mes maîtres posthumes, invitait sans cesse à être intimement conscient de nos fonctionnements, d'observer l'ego sans jugement. Cela m'a semblé, dès la première lecture, être une proposition extrêmement honnête qui a bouleversé ma vie et mis fin à mes lectures de livres de philosophie occidentale que j'étudiais. Cette simple et constante observation de mon propre fonctionnement est aussi la clé qui ouvre la porte de la reconnaissance de ma vraie nature, en me permettant de reconnaître ce que je ne suis pas. Pour que l'essentiel, déjà présent, se dévoile de soi-même à soi-même. Chaque mise en lumière du fonctionnement de notre ego est susceptible de profondément transformer notre vie et de nous éveiller à notre véritable nature et ainsi nous faire sortir du cercle vicieux de la souffrance et des conflits. Mais qu'est-ce que l'ego ? C'est un terme que l'on utilise souvent mais dont on a peut-être une compréhension un peu superficielle. Pour la plupart des gens, le mot ego se réfère à une personne exagérément confiante en elle-même, ou carrément vantarde et orgueilleuse. Mais ces aspects grossiers ne sont que la partie émergée de l'iceberg. L'ego est bien plus subtil, complexe et envahissant à tous les niveaux de notre fonctionnement qu'une simple attitude arrogante. L'ego est la lentille transparente au travers de laquelle tu te perçois toi-même et les autres. C'est cette voix qui en permanence commente, juge et compare dans ta tête. C'est cette identité d'un moi séparé, personnel, qui a été façonné par ton nom, ton genre, ta nationalité, ta culture, tes succès, tes échecs, tes croyances à propos de toi-même et des autres. Tous ces schémas de comportement conscients, mais aussi et surtout inconscients, construits depuis la petite enfance, ainsi que les multiples rôles auxquels tu t'es identifié dans ta vie depuis ta naissance. L'ego est cette voix en nous qui sans cesse commente sans qu'on lui ait rien demandé, qui commente toute perception, toute expérience. C'est cette voix qui prétend savoir, qui se défend et qui toujours finit par avoir le dernier mot. L'ego est ce jeu d'opérette. Cette voix qui semble bien réelle et consciente, tant elle est souvent présente, et qui en nous affirme « je suis ceci » ou « je suis cela ». Cet ego semble très réel, et la plupart des humains passent leur vie entière à passer à côté de la vie réelle, en se laissant hypnotiser par les suggestions puissantes de cette identité fallacieuse. La vérité cachée, qui est le plus grand tabou de notre civilisation,
est que l'ego n'est pas toi. L'ego n'est pas ultimement réel, c'est juste une sorte de construction mentale mouvante, une dynamique de pensée, de mémoires et de concepts associés à des sensations, notamment des contractions et des émotions, auxquelles, par erreur, tu t'es exclusivement identifié. Si tu es déjà allé skier en hiver et as porté comme moi des lunettes colorées, par une teinte bleue par exemple, tu sais que très vite tu oublies la couleur blanche de la neige. Et à la fin de la journée, lorsque tu enlèves enfin tes lunettes de ski, tu es même étonné de redécouvrir la véritable couleur blanche de la neige. Imagine maintenant qu'en toi il y ait des sortes de lentilles colorées en amont même des yeux et qui colorent tout ce que tu vois. L'ego est ainsi. Il opère au travers de croyances transparentes dont tu n'as pas conscience, mais qui colorent toutes tes perceptions et expériences. Imagine que tu portes un masque depuis si longtemps que tu l'aies complètement oublié. L'ego te convainc que le masque est ton visage. Le mot « personne », étymologiquement parlant, vient d'ailleurs du mot « masque ». C'est ainsi que tu crois être exclusivement ce masque, que l'on voit d'ailleurs dans le miroir ou dans les albums photos. C'est ainsi que tu es piégé par la Maya, que tu te prends exclusivement pour cette troisième personne que les autres voient et que par inattention, tu oublies cette ouverture réelle au-dessus de tes épaules, le regard de la première personne, cette ouverture transparente et accueillante et consciente que tu es réellement. Voilà comment l'ignorante ignorance nous donne l'illusion d'exister dans un sac d'os et de chair à forme humaine. Les expériences de la vision sans tête de Douglas Harding nous permettent de réaliser notre erreur d'attention qui nous avait exclusivement identifié à un visage qui n'est jamais là où je me trouve. Mais derrière le masque, en amont de la mosaïque des croyances transparentes et du puzzle des perceptions impermanentes, repose ton soi véritable, une présence consciente, intouchée par les scénarios les plus persuasifs de l'ego. Conçois l'ego comme une ombre. Il semble réel seulement parce qu'il se meut avec toi, mais il n'a pas de substance autonome en lui-même. Et surtout, il n'est pas conscient. Toi, tu es conscient de lui, mais est-ce que des pensées sont conscientes? L'ego est un simple outil de survie, te donnant une identité minimale, te permettant de fonctionner dans le monde. Tu dois savoir à minima comment les autres te perçoivent, car l'homme est un animal social. Mais lorsque tu t'identifies trop fortement, cela devient un piège. Par exemple, si tu crois que tu es une personne courageuse, la moindre faille de lâcheté dans tes comportements apparaîtra comme insupportable, car cela menace le château de cartes de ta fausse identité. Si tu crois que tu es une personne déficiente, qu'il y a en toi un sentiment d'indignité, cela peut engendrer un grand sentiment d'insécurité et de dépendance au jugement de l'autre. Tu rends l'autre responsable de ton bien-être.
L'ego prospère sur l'attachement aux représentations que tu as de toi-même et aux étiquettes que tu as apposées sans cesse sur les autres et le monde. Que ces étiquettes soient positives ou négatives. Que tu imagines être une victime ou un bourreau, l'attachement à cet imaginaire te donne un sentiment d'importance personnelle et alimente un faux sentiment d'être. C'est pour cela que lorsque ton imaginaire est menacé, tu réagis parfois comme si ta vie même en dépendait, comme si ta vie était menacée. Mais tu n'es pas ton ego. C'est juste une histoire que tu as alimentée depuis tant d'années. À partir du moment où tu commences à remettre en question cette histoire, l'armure égotique commence à se lézarder. Et tu réalises que les croyances et imaginaires auxquels tu tenais tant ne sont pas aussi solides que tu le pensais. Ce simple constat te libère de l'ignorante ignorance. Pour comprendre l'ego, interrogeons-nous sur son origine. En tant que bébé, tu n'avais pas un sentiment de moi séparé. Tu n'avais pas l'impression de posséder quoi que ce soit. Tu ne pensais pas « j'ai mal » ou « j'ai soif ». Tu expérimentais simplement directement la douleur et la soif. Il n'y avait pas de division entre toi et l'environnement, toi et le corps, toi et les sensations. Tu étais pleinement connecté à la vie. Mais en grandissant, tu as commencé à t'identifier à ton prénom. Et puis ton entourage t'a dit que tu étais un petit garçon, une petite fille, drôle, gentil, calme, agité, intelligent ou incapable. Et tu as commencé à intégrer ces étiquettes comme des parties de ton identité. Petit à petit, tu as appris quels comportements étaient récompensés par ton entourage et ceux qui étaient réprimandés. Sur la base de toutes ces expériences, une identité s'est progressivement formée. Cette construction mentale que l'on nomme l'ego est bien sûr nécessaire pour nous permettre de naviguer au travers des complexités de la vie. L'ego a un but. En créant un sentiment de séparation, il nous permet de fonctionner dans le monde en tant qu'individu auprès des autres individus. Mais cette construction a un prix. L'ego construit des murs d'étiquettes, de croyances, de jugements, de comparaisons qui, sans cesse, désenchantent le monde et te donnent l'illusion d'être véritablement séparé des autres, du monde et même de toi-même. Par exemple, si tu as été souvent loué pour ta réussite à l'école et aux examens, il se peut qu'il y ait un attachement à la réussite et à l'idée d'être intelligent. Mais que se passe-t-il lorsque tu rencontres l'échec sur le plan relatif, ou une personne beaucoup plus douée et intelligente que toi? Ton identité est désarçonnée, car elle s'était basée sur une certaine perfection imaginaire. L'ego n'est pas mauvais en soi, c'est juste un outil de navigation dans le monde, un outil conçu pour faciliter la survie. Le problème surgit lorsque tu confonds l'ego avec ta vraie nature. Quand tu t'identifies exclusivement à l'ego, tu es comme sous l'effet d'une puissante hypnose qui t'amène à sentir un sentiment de manque et de peur constante. Tu crois être ton histoire personnelle, ton CV, tes accomplissements, tes échecs, ton scénario, tes traumas, tes divers rôles interprétés sur la scène de la vie, tes opinions politiques, esthétiques, tes goûts culinaires, culturels, sportifs, sexuels, tes traits de caractère, tes émotions, etc. Mais tout ça n'est que des facettes du masque sans cesse mouvant de l'ego. Tout cela est impermanent et, en plus,
change sans cesse. Ton moi réel, le soi, omniprésent et sans limite sous la surface de ses identités apparentes et transitoires, est infiniment libre. Pour ne pas être dupé par l'ego, il faut l'observer patiemment, avec une attention ouverte, une bienveillante neutralité, avec l'ardeur du scientifique qui cherche à comprendre un phénomène qui, jusqu'à là, lui avait échappé. Quand tu réalises que l'ego est simplement une construction mentale, un mécanisme de survie, un mécanisme servant la survie du corps mental en société, tu commences à desserrer l'emprise des pensées. Tu commences à entrevoir que ton identité et toutes tes croyances ne sont pas aussi permanentes qu'elles semblaient l'être. Cette prise de conscience permet un détachement salutaire. Le contrôle que l'ego semble opérer sur ta vie est à la fois très subtil et très puissant. Tu n'en es pas forcément pleinement conscient, car l'ego prospère dans l'ombre et dans les coulisses. Il se nourrit de ton inattention et de ta mauvaise volonté à remettre en question tes confortables certitudes. Ce que la plupart des humains prennent pour acquis. L'ego semble conduire notre vie en pilote automatique. Rappelons-nous que l'ego n'est pas une entité consciente. C'est simplement une dynamique de pensée qui nous disent que le bonheur se trouve dans le monde, dans les expériences, plus tard que maintenant et ailleurs qu'ici. Accompagné d'impressions de séparation logées dans le corps, sous forme de contractions et d'émotions refoulées. Une des apparentes stratégies de survie de l'ego est la comparaison. L'ego est sans cesse en train de te mesurer par rapport aux autres, en posant des questions comme « suis-je meilleur ou moins bien que lui, qu'elle ? Est-ce qu'il me respecte ? Est-ce qu'elle m'aime ?» L'ego est une voix qui nous dit que la reconnaissance vient toujours des autres, de l'extérieur. Cette constante activité de comparaison, d'auto-évaluation, d'autocritique et d'auto-justification renforce évidemment l'idée d'être une entité séparée. L'ego nous persuade que notre véritable valeur provient d'accomplissements externes et amène à une constante et souvent inconsciente accumulation de biens matériels et des stratégies diverses pour obtenir ou simplement imaginer une sécurité affective minimale, ce qui peut se manifester par exemple par une incessante demande d'approbation de la part des autres. Mais tu le sais bien, l'ego n'est jamais satisfait. Quand bien même tu parviens à réaliser des choses qui semblaient avoir le pouvoir de te rendre heureux, l'ego te parle déjà de nouveaux objectifs à atteindre ou de nouvelles choses à réaliser. L'ego est toujours en train de nous dire que le véritable bonheur est plus tard que maintenant et ailleurs qu'ici. C'est comme si les pensées nous invitaient à poursuivre un mirage ou chercher la localisation d'un arc-en-ciel. Mais au fond, ce ne sont juste que des pensées, de simples perceptions transitoires, apparaissant, disparaissant dans la conscience. Avec l'ego, la complétude est toujours hors d'atteinte, ici, maintenant. L'ego est comme une asymptote, une courbe qui tend mathématiquement vers une droite sans jamais vraiment l'atteindre.
L'ego est toujours l'attente d'autre chose que ce qui est là maintenant. L'ego nous dit constamment « ceci n'est pas assez ». L'ego est le sentiment qu'il me manque quelque chose pour être complet. Et en même temps, il organise concrètement la façon dont la recherche de la complétude doit s'organiser. En réalité, l'ego est un cercle vicieux, dont on ne sort qu'en réalisant son aspect purement illusoire. Comment ne plus avoir peur d'un faux serpent? En réalisant que seule la corde est réelle. L'ego se nourrit également du drame. Il adore ressortir les vieilles histoires et imaginer les pires scénarios possibles. Cela nourrit son sentiment d'importance, en donnant l'illusion qu'il est le héros d'un film. Qu'importe au fond si celui-ci est une comédie joyeuse ou un drame un peu triste, voire un film d'horreur. Ce qu'il fait, c'est nourrir l'idée d'être un individu séparé au centre de l'histoire. Ainsi, au lieu d'apprécier la vie à partir de la présence, de ce que nous sommes vraiment, nous nous égarons dans les arborescences infinies de l'imaginaire. Nous semblons avoir le pouvoir de quitter le maintenant pour aller dans le passé ou l'avenir, pour finalement vivre une vie sans réelle saveur. Nous pensons la vie plutôt que sentir la vie. La bonne nouvelle ici est que le pouvoir de l'ego ne dépend que du fait que tu y crois. La prochaine fois que tu te trouveras identifié au film des commentaires, des jugements, des comparaisons et des pensées obsessionnelles, constate simplement qu'il y a un espace entre toi, le témoin, et les pensées. À ce moment-là, tu es à nouveau connecté à ton véritable moi qui est sans forme et sans âge. Tu réalises que cet espace de conscience qui perçoit les pensées n'est pas lui-même fait de pensées et qu'il ne peut donc d'aucune manière dépendre des pensées. Il est totalement libre, cet espace de présence et de conscience, de l'illusion des pensées. Dès que tu te retrouves en train de te faire un film, comme on dit, pose-toi simplement la question, qu'est-ce qui est conscient des pensées? Et si la réponse est moi, pose-toi une deuxième question. D'où vient ce moi? Et là, tu demeures simplement ici maintenant, sans chercher à répondre à la question. Se révèle un espace de non-savoir, qui est un espace d'écoute, silencieux et conscient, qui avait toujours été là. Plus tu prendras plaisir à simplement observer le fonctionnement de l'ego, à écouter sans jugement cette voix qui sans cesse commente, plus tu prendras goût au simple constat de ce qui se présente, plus tu verras que les suggestions de l'ego perdront leur pouvoir d'illusionnement. Pourquoi? Parce que la plus grande peur de l'ego, c'est d'être vu, pas jugé, car c'est l'ego lui-même qui juge. Ce qui dissout l'ego, c'est toujours le simple constat
sans commentaire. En parlant ainsi, c'est déjà donner trop de crédit à l'ego, comme si l'ego pouvait avoir peur. C'est se donner l'impression que l'ego serait une entité consciente. Encore une fois, l'ego n'est essentiellement qu'une activité de croyance et de résistance. L'ego prospère sur le processus d'identification. Il a besoin pour exister que tu crois que tu es tes opinions, tes croyances, tes succès et tes échecs, et ainsi de suite. Ça signifie que dès que tu interroges la validité de ton identité, l'ego commence à se dissoudre, comme le serpent que nous pensions voir dans la corde, tant que la lune était cachée derrière les nuages. La continuation de l'ego repose simplement sur sa capacité à te convaincre que tu es lui. Quand tu sens un malaise lorsque quelqu'un te critique fortement, cela ne vient pas du soi, de ta véritable nature, de présence et de conscience. Cela vient de l'ego, qui a associé ta survie physique à la survie d'une entité imaginaire et qui refuse de disparaître, et donc tout ce qui pourrait le remettre en question. L'ego réagit en cherchant à se défendre par tous les moyens. Du moins, il semble qu'il se défend. Là encore, faisons attention au crédit que nous accordons à ces simples pensées qui apparaissent et disparaissent. Car l'ego n'a pas d'existence séparée et autonome qui siégerait en toi. C'est une simple construction mentale, un ensemble de pensées qui ne semblent réelles que parce que tu t'y es identifié depuis si longtemps. Dès que tu cesses de t'identifier, l'ego se dissout. Et la remise en question de l'ego et la révélation d'une conscience infinie qui sous-tend l'ego illusoire met fin à l'illusion, tout simplement. Alors, il semble que l'ego va tout faire pour ne pas être mis en lumière. L'ironie, c'est que la fin de l'ego, la fin de cette identification exclusive à cette identité illusoire, est justement ce qui permet la reconnaissance de ta vraie nature. Mais cette fin de l'ego peut, c'est vrai, momentanément susciter beaucoup d'angoisse et activer beaucoup d'imaginaire, car l'ego confond sa propre fin avec la fin du soi. La fin de l'illusion se confond avec la fin du réel. Mais ce qui est réel, c'est-à-dire ce qui est toujours vrai, le simple fait d'être, n'a évidemment ni commencement, ni fin. La mise en lumière de l'ego révèle le soi, un espace de conscience qui n'est fait ni de pensée, ni de sensation, ni de perception. Le soi n'est pas fragile comme l'ego. Il est sans caractéristiques objectives et sans dimension. Il transcende complètement l'ego. Cet espace de conscience est déjà en paix, est déjà complet, et n'est séparé de rien. Plus tu embrasses ton soi véritable, moins l'ego a le pouvoir de t'emberlificoter. Tu commences à faire l'expérience d'une liberté qui n'a rien à voir avec la météo intérieure ou extérieure.
Une liberté qui ne dépend d'aucun facteur ni d'aucune expérience. Une liberté inconditionnée. La liberté infinie de l'être. L'ego, lui, est assoiffé de contrôle. Il voudrait contrôler comment les autres te voient, le déroulement des expériences et même comment tu te sens et ce que tu penses. L'ego prétend qu'il y a un penseur personnel des pensées et un acteur personnel des actes. Ce sentiment de contrôle donne une impression de fausse sécurité. Il crée l'illusion qu'il pourrait te protéger contre les agressions du monde, contre le désespoir ou l'échec. Paradoxalement, ce besoin insatiable de l'ego est justement ce qui te maintient dans un cercle vicieux de stress et de sentiments d'incomplétude. Le sage s'appuie sur ce qu'il voit. L'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense. Vois les choses telles qu'elles sont et ne te préoccupe pas des autres, nous disait le moine Huangpo au 8e siècle. Combien de fois as-tu espéré changer les événements, l'autre ou toi-même, en finissant par te sentir frustré et impuissant lorsque les choses ne se sont pas produites comme tu l'avais espéré. Ça, c'est l'ego à l'œuvre qui te répète sans cesse que si tu planifiais suffisamment bien les choses à l'avance, si tu consentais à faire des efforts conséquents et si tu t'inquiétais beaucoup, si tu priais ou faisais toutes sortes de pratiques de développement personnel, pratiques spirituelles, tu pourrais empêcher certaines choses d'arriver. Mais la vérité est que le contrôle est une illusion totale et que la vie est totalement imprévisible. Au fond, la seule chose que je sache est que je ne sache rien, comme le disait Jean Gabin à la fin de la chanson dont le titre est « Je sais ». L'aspect contrôlant de l'ego se retrouve dans la façon dont il cherche à façonner la façon dont nous percevons nous-mêmes. Il veut maintenir les différentes facettes de notre identité en place. Par exemple, tu peux t'identifier particulièrement au fait d'être une personne gentille ou désagréable, radine ou généreuse, drôle ou sérieuse, belle ou laide, intelligente ou bête. C'est bien pour ça que l'ego réagit fortement aux critiques, ou à l'échec, ou à une vision contraire à notre étiquette habituelle. Cela remet en question l'identité qui a été si patiemment élaborée au fil des ans, au fil des expériences depuis l'enfance. Que se passe-t-il si tu laisses tomber l'illusion du contrôle et accepter que la vie se déroule telle qu'elle doit se dérouler, de toute façon? Plus tu cesses de manipuler la vie, plus tu t'abandonnes à la réalité telle qu'elle se présente, plus tu te sens libre. Comme l'écran au cinéma qui est toujours libre du scénario du film, tu goûtes à la paix de n'avoir en réalité jamais été vraiment impliqué dans le scénario de ta vie. Tu réalises alors que ton sentiment de liberté ne vient pas du déroulement du scénario et de ce que fait le personnage dans le film, mais de la reconnaissance que tu es l'écran sur lequel le film apparaît.
et ultimement dont le film est fait. Dans cette analogie, l'écran est évidemment un écran conscient qui représente ta véritable nature de conscience. L'ego nous maintient dans un état d'insatisfaction permanent. Même lorsque les choses vont apparemment bien, l'ego trouve encore le moyen de s'inquiéter à propos d'un détail. La petite voix nous dit « ça ne va pas durer » ou « que se passerait-il si ceci ou cela advenait ?» L'ego élabore tout le temps des scénarios dramatiques. Et ce blabla continu nous empêche de goûter pleinement la présence. Maître Eckhart, dans son sermon 5b, nous dit « La moindre pensée est plus grande que Dieu. » Pourquoi ? Parce qu'elle empêche Dieu d'entrer en plénitude en nous. Plus loin, il dit « Quand la pensée sort, Dieu rentre. Quand la pensée rentre, Dieu sort. » Tu sais très bien que lorsque tu as atteint un but ou réalisé un projet qui te tenait à cœur, tu as à peine le temps de savourer que l'ego te chuchote. Comment être encore plus heureux ? Ou quoi faire maintenant ? Quelle est la prochaine étape ? L'ego continue à insinuer que le bonheur est toujours à l'horizon, un horizon qui se dérobe sans cesse. L'ego nous dit que le bonheur véritable dépend toujours d'une expérience future, se trouvant ailleurs qu'ici. L'ego est un éternel insatisfait. C'est une perpétuelle tension vers autre chose, un refus de ce qui est, de ce qui se présente. Mon maître posthume, Nisargadatta Maharaj, disait « Vous désirez ce que vous n'avez pas. Pourquoi ne pas désirer ce que vous avez ?» L'ego est en réalité une simple dynamique de pensée qui nous dit qu'il manque quelque chose à cet instant pour éprouver le bonheur. Or, ce que l'on découvre en menant l'investigation du soi et en redécouvrant notre véritable nature de présence et de conscience, c'est qu'il ne nous manque rien et qu'il n'a jamais rien manqué à notre vraie nature. Nous nous étions simplement laissés berner par les suggestions de l'ego. C'est pour cela qu'il est appelé le diable, qui en grec étymologiquement signifie ceux qui divisent. L'ego est une simple activité de croyance, accompagnée de contractions corporelles, qui te suggère qu'il te manque quelque chose et que tu es séparé. Le bonheur véritable n'est pas quelque chose qui puisse être obtenu, ni quelque chose que tu pourrais perdre. C'est la nature même de la présence consciente que tu es déjà, ici, maintenant. L'ego est aussi une identification au passé, une identification aux expériences douloureuses notamment et à tes traumas. Il te convainc que tu es défini par ces expériences passées et limitantes. Toute cette propension à te projeter dans le futur est toujours basée sur la mémoire, qui en fin de compte est du passé. Le futur, c'est toujours du passé recyclé. Mais la vie se déroule
toujours maintenant. Quand est-ce que toute expérience est faite? Maintenant. En réalisant que toute pensée du futur ou du passé apparaît toujours maintenant, tu cesses immédiatement d'alimenter le cercle vicieux du samsara et tu reconnectes avec la paix qui avait toujours été en toi. L'ego est à l'œuvre lorsque dans une relation, l'accent est mis surtout sur le fait d'avoir raison, plutôt que de chercher à véritablement comprendre les choses ou à résoudre le problème. L'ego cherche juste à éprouver un sentiment de supériorité. L'ego cherche également constamment la validation auprès des autres, ce qui peut nous amener à refouler nos véritables ressentis et émotions pour préserver une certaine image de nous-mêmes, ou plus simplement à éviter le conflit, en apparence. La clé pour avoir des relations authentiques est justement de repérer ces moments où l'ego prend le dessus. Quand tu te sens provoqué, irrité ou sur la défensive, fais une pause et réalise que c'est toujours l'ego à l'œuvre. Ce simple constat, ce simple retour à la présence permet de dissoudre les tensions corporelles et d'aborder la situation ou le conflit apparent avec plus d'efficience et de compassion. Ce qu'il y a à comprendre profondément, c'est que l'on est toujours l'auteur de son propre dérangement. Et chaque fois que je vois combien je prétends savoir, et le cas échéant on le fait savoir à l'autre, chaque fois que je vois combien je suis orgueilleux, plus l'humilité apparaît. Évidemment, la véritable humilité est impersonnelle. C'est une humilité sans personne d'humble. Car ce qui constate en nous n'est pas la personne. Quand on lâche le besoin d'avoir raison ou de contrôler les autres, l'espace de présence se révèle et tu permets à des relations plus saines, plus authentiques d'avoir lieu. L'ego nous dit toujours que nous sommes incomplets et par conséquent, nous le ressentons. Tant que nous croyons être ce que l'ego nous dit, nous ressentons ce sentiment de séparation. L'ego nous dit que je est une entité séparée du monde et des autres. Je est un corps mental d'une personne au contrôle de sa vie, auteur des pensées et des actions, qui disposerait d'un libre arbitre. Évidemment, tant que je crois ces pensées, je commets une grave erreur d'identification. Je me prends pour ce que je ne suis pas. Bien sûr que cette identification, comme on l'a déjà dit, a une raison d'être à un certain niveau de réalité. Mais c'est simplement un concept utile, comme le langage peut l'être en général. Ce n'est pas ultimement vrai. Et si je tombe dans le panneau en croyant que je suis ultimement cette personne, qui étymologiquement signifie masque, ma vie sera gouvernée sans cesse par deux peurs, la peur de mourir et la peur du manque. Cette erreur identitaire, nous l'avons vu, a un coût immense. Se libérer de l'illusion de l'ego passe par la reconnaissance que tu es déjà complet tel que tu es, ici, maintenant.
Tu es déjà ce que tu cherches. Rumi disait « J'ai tant frappé à ta porte, vérité. J'ai cogné jusqu'au sang. Un jour la porte s'est ouverte et j'ai réalisé que j'avais frappé de l'intérieur. » Cette reconnaissance fait surgir de la gratitude. Dis simplement merci pour tout ce qu'il y a là, dans l'instant. Car dans l'instant présent, rien ne te manque jamais. Et la joie véritable que l'on cherche tous vient de cette simple appréciation du moment présent. L'ego fera sans doute toujours partie de nous, quelque part, mais il n'y a pas à lutter contre lui ou contre les pensées. Ce serait juste créer plus de pensées, plus d'illusions, plus d'ego. Laissons juste l'ego être éclairé par la lumière de la conscience. Constatons-le, sans le juger, sans le commenter. Laissons-le simplement apparaître, puis disparaître. Petit à petit, l'ego perdra de son apparent pouvoir. Puis, en devenant très intime avec ces diverses suggestions, tu réaliseras qu'il apparaît toujours à 0 cm de toi, qu'il n'est pas séparé de toi, toi la conscience. De la même façon que les pixels du film au cinéma ne sont pas séparés de l'écran de cinéma. Ainsi tu réalises que l'ego est fait de toi et tu l'embrasses. Tu te reconnais en lui parce qu'il est fait de toi et tu l'aimes parce que tu t'aimes par-dessus tout. Et tu réalises qu'au final, tu es le sans forme qui momentanément et en apparence prend la forme de l'ego. L'ego finalement est une simple mise en vibration de la conscience. Avec cette intime reconnaissance, les pensées vont progressivement s'imprégner de cette reconnaissance. Elles vont mariner dans le silence de ta vraie nature et cesser d'apparaître en prétendant que ultimement tu es ceci ou cela. Ainsi les pensées vont commencer à devenir efficientes et à être au service de ta véritable nature. Au service de la vie. Et rappelons-nous, avec Maître Eckhart, sache que jamais personne ne s'est assez quitté, qu'il ne trouve à se quitter davantage. Commence donc par là. Meurs à la tâche. C'est là que tu trouveras la paix véritable, et nulle part ailleurs.